garde le contact. Lundi, Afrique, la lourdeur administrative était toujours liée à la rigueur dans le traitement d'un dossier. Pour un petit dossier, on va te dire d'attendre, de patienter, ça va passer ici, ça va passer par là, c'est pas la rigueur. Mardi, vos propositions pour plus de célérité dans les administrations en Afrique. Je propose la lutte contre la corruption. Mercredi, selon vous, quelles sont les pièces manquantes au développement de l'industrie musicale en Afrique? Il n'y a pas de sérieux dans la musique qu'il faut. Et puis aujourd'hui, on constate un événement, un phénomène de pirate qui vraiment fatigue les artistes. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. À toutes les capitales africaines qui sont connectées sur On garde les contacts, nous vous sommes reconnaissants de votre attachement à ce programme. Plus de 10 000 abonnés à notre page officielle Facebook et aujourd'hui plus de 600 personnes connectées en temps réel concernant le sujet du jour. On parle du service public sur le continent africain, un service parfois décrié, vous le savez, et on essaie de chercher à savoir les raisons qui expliquent la lourdeur ou la lenteur dans le traitement de dossiers dans les services publics sur le continent africain. 22 40 12 54. Dans la seconde moitié de l'émission, vous pourrez nous appeler si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel. Et si vous ne nous suivez pas entre midi et 2 et que vous nous suivez entre 23h et 1h du matin, vous suivez la rediffusion, donc vous ne pouvez pas faire usage du téléphone. Mais Internet est tout terrain, vous pouvez tout le temps nous poster vos réactions sur facebook.com/on garde le contact. On va commencer tout en vous présentant nos chroniqueurs et invités. Monsieur Aristide Nkenda est avec nous. Il est éditorialiste, il est chroniqueur sur Iwa FM. Il est le DP des As du Continent. Voilà, un journaliste complet. Aristide, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci d'être là avec nous. La pluie ne vous a pas trop fatigué ce matin? Tu m'as vu arriver tout à l'heure au pas de course, Mohamed. Et vraiment, en ce moment, il tombe des cordes énorme sur Abidjan et Abidjan est très arrosé et bon, c'est la période, c'est la saison, bon, on fait avec, mais on est toujours d'attaque et d'aplomb comme dit Dr Gabré pour être aux côtés de nos fidèles téléspectateurs. Très bien, on alerte toujours l'opinion et aussi on attire l'attention de ceux qui occupent encore les sites à risque. La saison des pluies n'est pas encore terminée, il faut tout faire pour trouver un autre site pour éviter tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit autour de nous, beaucoup d'inondations. Et la pluie, ça ne prévient pas du tout. En face de vous, nous avons M. Diop, Ismaël Diop, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas eu de soucis dans la circulation aujourd'hui? Non, tranquille en fait. Ah, tranquille. Ouais. En fait, j'habite de l'autre côté du pont, donc chez nous, c'est fluide pour y arriver, quoi. C'est fluide, d'accord, ça s'explique peut-être. Hein? Voilà. Notre ami Patrick Ndiakan est occupé sur la toile. Déjà, le sujet est posté. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, vous avez décrit hier beaucoup de choses qui font que l'administration africaine est lourde. Vous avez parlé entre autres de corruption, d'absence de conscience professionnelle et beaucoup d'autres mots. Hein. Vous avez toute une chaîne de mots que vous avez décrits, surtout le sourire des secrétaires qui était absent. Et là, on n'était pas tout à fait d'accord avec vous, moi en particulièrement. Moi particulièrement. La sécurité, elle peut être efficace sans le sourire. Non, je veux dire, pour une femme, je veux dire, pour une personne féminine, c'est important d'accueillir des gens avec un petit sourire. C'est primordial, je pense. Merci. Alors, gardez le sourire. Hein. La journée n'est pas encore terminée. Chacun pourra rentrer en possession de ce qu'il attend de cette journée-là. Seydina Chérif Ahmed, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, président de l'Institut des civilisations noires. Tout ce qui touche au continent africain vous touche. Vous défendez les valeurs africaines. Vous êtes là pour faire véhiculer l'afro-optimisme et pour cela, vous avez beaucoup de fans. Aujourd'hui, on est dans l'administration africaine. Vous trouverez les mots pour défendre cette administration ou est-ce que vous préférez appuyer sur les planchers parce qu'il faut maintenant attirer l'attention sur ce qui ne va pas? Bien sûr, il faut attirer l'attention sur ce qui ne va pas parce que l'administration même est encore coloniale, parce qu'on n'a pas encore fait un rapprochement entre l'administration coloniale et essayer de convertir l'administration coloniale ou bien essayer d'envoyer nos valeurs réelles. Puisque avant que les colonisateurs n'arrivent, on avait aussi notre administration. Parce qu'on avait des empires, qu'ils avaient des ministres, qu'ils avaient des députés, qu'ils avaient des maires et autres. Donc l'administration existait déjà. Et l'administration fonctionnait très bien. Le roi était respecté, les notables
les travailleurs, tout le monde était respecté et tout le monde donnait le meilleur de lui-même. Parce que chacun était éduqué, formé pour ça. Bon, aujourd'hui, les gens ont le choix de leur métier, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de mots qui minent notre service. Et c'est déplorable pour les Africains. Ce que vous dites là est séduisant, mais est-ce que ça résout le problème à l'échelle que la population connaît aujourd'hui? L'administration d'avant, c'était bien. Le chef des familles, les chefs des villages, avec une démographie qui allait avec. Mais aujourd'hui, avec plus de 20 millions d'habitants, par exemple, vous croyez que si on calque sur ce modèle-là, ça peut fonctionner? Oui, ça peut fonctionner pleinement, c'est possible. Parce que si les Chinois, qui sont plus de 1 milliard de personnes, fonctionnent avec l'administration, je pense que nous aussi on peut fonctionner aussi avec nos réalités. Parce qu'au fait, ce n'est pas de vivre forcément comme au village. Parce que je suis pas, c'est vrai, je suis traditionnaliste, mais je ne suis pas contre l'ouverture. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux dire que ayons la tête dans notre tradition. Parce que généralement, c'est le pied qu'on a dans notre tradition. Entends, le pied lui passe. Alors, ayons la tête dans la tradition. La tête reste. Quand la tête est dans la tradition, le reste maintenant peut venir. Voilà. L'Empire du Mali était plus grand que nos pays individuellement. Justement. Donc, du coup, c'est possible. Voilà, c'est pour ça tout est une question. Oui, tout est une question de. On puisse donner les performances à cette époque. Oui, qu'est-ce que ça réalisait? À quel niveau nous étions? À quel niveau de développement nous étions avec cet empire qui avait donc cette organisation traditionnelle, la démographie et ainsi de suite. Aujourd'hui, quelle comparaison peut-on faire? Il y a des statistiques qu'on peut sortir. Si on ne sort ces statistiques, nous sommes d'accord. Déjà, je veux juste parler de corruption, par exemple. Il y a des. Vous savez, notre administration ne fonctionne pas parce qu'il y a des valeurs qu'on ne respecte pas. La parole donnée, ça, c'était sacré à cette époque-là. Les gens préféraient mourir que de ne pas respecter leurs paroles. L'engagement de chaque personne, dans chaque entité de notre société. Vous savez, l'honneur, le sens de l'honneur, le sens du civisme. C'est-à-dire, je me bats pour ma nation. Là, vous énumérez les valeurs. Non, mais écoute, c'est le premier principe. Quels sont les chiffres? C'est le premier. Époque, notre administration était organisée. On avait donc toute une structuration de notre administration. Qu'est-ce que ça nous a donné en termes de performance? Le rayonnement peut-être non, mais de performance. Parce que quand on parle de l'administration... Tu peux me donner les chiffres maintenant? Mais les chiffres maintenant, c'est que nous avons des routes, nous avons des voitures, nous avons des avions, nous avons. Oui, nous avons. On achète. On n'a jamais fabriqué quelque chose. C'est quand même à nous. Même si on achète, c'est à nous. Même si on achète, c'est à nous. Kenda, si tu veux. Attends, s'il vous plaît, ce que je voulais dire à M. Kenda, c'est-à-dire que l'époque dont on parle de 1236, 1200 et quelques, à l'époque dont on parle. Si tu veux alors, si on veut faire une comparaison, de l'Empire Madin à cette époque, avec les empires ou bien avec la vie occidentale, à ce moment, il n'y avait pas de voitures. Mais nous avions, à cette époque, une évolution sur le plan civilisation, sur le plan même. Attendez, qu'est-ce qui a séduit les Occidentaux quand ils sont venus ici? C'est l'or qu'on avait. C'est l'or qu'on avait, c'est les bâtiments que nous avions ici. Non, attends, tu dis d'énumérer certains trucs. Moi, je suis en train d'énumérer. Ils sont frappés par le syndrome de l'écureuil. Non. Attendez. Pourquoi vous voulez toujours revenir à 1200? Nous sommes dans la compétition aujourd'hui. Pourquoi vous ne vous inscrivez pas dans la compétition? Mais attends, on est dans la compétition avec quoi? Je me pose une question. On vient dans une compétition avec quoi? Si tu peux me dire, on continue la discussion. Mais c'est vous qui êtes dans la compétition. Non, tu dis, on est maintenant dans la compétition. Nous, en tant qu'Africains, on vient dans la compétition avec quoi? Mais vous avez dit que nous avons nos valeurs, non? Mais c'est parce qu'on vient. Oui. Aujourd'hui, là, on n'est pas dans une compétition. On est sous le tutelle de grandes nations. Parce qu'on vient avec la copie des grandes nations au grand rendez-vous. Aujourd'hui, l'Afrique ne vient avec rien. Et qu'est-ce qui nous empêche? On n'a aucun principe de vie. Au lieu de nous organiser. Excuse-moi, j'ai fini de parler. Oui. On vient au grand rendez-vous des grandes nations avec aucun principe africain. On vient avec aucune invention africaine. Mais il est grand temps qu'on s'arrête un moment et qu'on dise, on se pose la question, avec quoi on vient au grand rendez-vous? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du changement. Sur cette même chaîne de télévision, RT2, il y a une animatrice. Il y a une animatrice qui a une émission sur les inventeurs. Vous ne pouvez pas dire à la télévision qu'il n'y a pas des inventions africaines. Dis-moi une seule invention. Bertin Nahum. Non. Bertin Nahum est béninois. Il vient d'inventer. Mais tu réponds à une question que je n'ai pas encore posée. Dis-moi une seule invention qui est utilisée par le monde entier. Le robot Rosa. Le robot Rosa, inventé par Bertin Nahum. C'est quoi le robot Rosa? Le robot Rosa, c'est un robot qui permet à tous les chirurgiens aujourd'hui d'opérer le crâne
de façon... Oui, le robot Rosa. Et il est enregistré, Bertin Nahum est enregistré parmi les 4. Je te parle de tout le monde. Toi, qu'est-ce qu'on nous on envoie? Tu sais, il faut faire attention. Aujourd'hui. Pourquoi doit-on faire attention? Non, mais pourquoi doit-on faire attention? Je te réponds. Oui, il répond alors. Je pose une question puis je réponds. Oui, il répond. Pourquoi il faut faire attention? Parce qu'on a l'impression que nous, les Africains... C'est vous qui avez l'impression? Non, c'est ma façon de voir. D'accord, voilà. Il faut dire que je ne t'impose pas parce que toi, tout ce que tu dis, c'est ta façon de voir les choses. Ta vérité et ma vérité, c'est ce qui constitue la vérité. Voilà, donc nul n'a la vérité absolue. Je voulais répondre un peu à Cho, s'il te plaît. Okay, rapidement, c'est et on passera... Quand il dit que quels sont les chiffres qu'on avait à l'époque et quels sont les chiffres qu'on a aujourd'hui, aujourd'hui, ce que nous avons ici, si on avait peut-être tenu compte des valeurs que nous avions à l'époque et qu'on s'était appuyé là-dessus, on serait encore plus loin par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Parce que, arrivé à un certain moment, nous avons été coupés et nous avons commencé notre vie à partir d'où nous avons été laissés, sans tenir compte des valeurs réelles qu'on avait à l'époque. Une des valeurs, on t'a parlé de Koukanfouma ici, qui fait un peu des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a développement, économique ou bien politique sans droits de l'homme? Il n'y en a pas. Mais les droits de l'homme, une fois que c'est mis sur pied depuis 1236 par Sunyata Keita, ça existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est des valeurs, on doit être fiers. Non, on doit être fiers de le dire. Mais en même temps, nous ne sommes pas contre l'évolution du monde aujourd'hui. Mais nous disons que nous voulons participer à cette évolution et que notre participation soit reconnue. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de choses que nous avons apportées. Mais malheureusement, nous ne sommes pas conscients de cela. Pourquoi? Parce que non seulement nous-mêmes, on ne les connaît pas, on ne peut pas faire la promotion de ces valeurs-là aussi. Donc c'est pour ça que nous disons que nous voulons aller dans cette mesure avec nos valeurs. Benan Nahum, on le connaît. Mais on l'a connu. C'est Bertin Nahum. Bertin, oui, c'est un Béninois. Mais on l'a connu quand il est devenu français. Et l'État français l'a aidé. Vous avez un autre problème. Non, vous avez un autre problème. Je vais te dire. Vous avez un autre problème. Qu'il soit français, qu'il soit. Écoute-moi bien. S'il te plaît, ne sois pas complexé. C'est pas moi qui suis complexé, c'est vous qui êtes complexé. Pourquoi vous rappelez qu'il est français? Pourquoi vous rappelez qu'il est français? C'est parce que c'est quand il est devenu français qu'on l'a connu. Et c'est ce que nous déplorons. On veut garder nos nationalités et être connus avec nos biens. Ça ne va jamais exister, ta démarche. Merci aux deux parties. Merci Aristide. Merci à Sidna et Diop. Vous avez été entendus. Aujourd'hui, comme on l'a décidé hier, on parlera de corruption dans l'administration sur le continent africain. Tout ce qui a été dit est très important et ça a été noté par les téléspectateurs qui nous suivent. On vous rappelle que la première partie du magazine est composée des brèves et Seydina a sur ce plateau soulevé une affaire très importante concernant la dénomination des ministères. C'était une question liée au ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous avez trouvé que cette dénomination associait la jeunesse à l'insouciance. Lors de la fête nationale du Cameroun le 20 mai dernier, vous avez pu rencontrer le ministre Nyamien Kounan, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui vous donne raison, qui trouve qu'il faut absolument que le nom de lui, son ministère, cadre avec l'employabilité, parce que pas seulement la formation, mais au bout de la formation, il faut qu'il y ait de l'emploi. L'élément est là. On le regarde, on revient. Peut-être que là, vous et Aristide, vous serez d'accord. Demandez qu'on change la dénomination parce que finalement, l'emploi, c'est l'ultime défi, le principal enjeu du développement. Moi, je considère que quand on dit un pays n'est pas encore développé, c'est que tous ces bras valides ne sont pas au travail. Parce que quand un pays est développé, ça veut dire que beaucoup de ses fils et de ses filles sont au travail. Et donc, le travail, l'emploi, c'est le véritable enjeu du développement. Souvent, j'ai entendu des économistes dire que c'est la croissance qui crée l'emploi. Moi, j'ai tendance à croire que c'est le travail qui crée la croissance. Donc, cette histoire d'emploi est même au cœur de la crédibilité de notre système éducatif. Et c'est pour cela que je veux que désormais
ce soit une priorité pour tout le monde. Ça doit faire l'objet d'un consensus national. Quand je dis que il y a trop de littéraires, quand vous prenez l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, vous avez 80% de non-scientifiques qui sont formés contre 20%. Mais quand vous élargissez donc votre base de données, vous prenez en compte les 5 universités et les écoles privées, ça doit être peut-être moins de 10% de scientifiques qui sont formés. Mais ça ne devrait pas faire l'objet d'une polémique. C'est le président Houphouët-Boigny qui disait, il y a des décennies, l'avenir appartient à la science et à la technologie. Mais ce n'est plus l'avenir pour nous, c'est le monde actuel. Ce sont les scientifiques, ce sont ceux qui ont la technologie qui dominent le monde. Voilà, retour sur ce plateau, M. Niamien Konan, ministre de l'Enseignement supérieur. Lorsque Seydina, on vous a reconnu dans l'élément, hein, c'est clair, avant de continuer. Lorsque Seydina avait soulevé la question de la dénomination des ministères, ça a fait débat et polémique ici. Or, le ministre, à la suite, dira qu'il faut absolument que le nom du ministère cadre avec l'aboutissement, hein, je veux dire, d'une formation, donc cadre avec l'employabilité. Là, vous changez de fusil d'épaule aujourd'hui? Non, j'avais déjà depuis longtemps changé, parce que le problème de Seydina, c'est ce que le ministre dit, c'est un littéraire. Et souvent, il donne la conclusion de sa pensée avant même de développer. Donc, lorsqu'il avait dit, ça m'a interloqué, je n'ai pas compris. Mais juste après, le lendemain, je suis revenu, j'ai dit oui, effectivement, ça créait un automatisme langagier qui devenait inopérant. C'est ce que le ministre vient de dire. Et je suis d'accord avec Seydina, et je crois que le ministre qui nous suit, ça prouve que nos autorités nous suivent, aussi bien ici en Côte d'Ivoire que dans les autres pays africains. Et voilà, un ministre qui a pris ses responsabilités en suivant, on garde le contact, et dit donc, désormais, moi, mon ministère, ce n'est plus le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de l'employabilité. Parce que l'employabilité, c'est l'état de celui qui est opérationnel dans l'entreprise. Et je crois que Seydina avait bien fait de soulever cette question. Voilà. Bravo Seydina. On ne va pas retourner le couteau. Ce jour-là, il est allé plus loin. Il a dit que son ministère pourrait être jugé par rapport à l'employabilité. Normalement, l'enseignement supérieur, à la fin des formations, doit être, les étudiants doivent pouvoir travailler, ils doivent être opérationnels. Donc, s'il y a plus de chômeurs, ça veut dire que le travail a été mal fait en amont. Je voudrais quand même situer le cadre. C'est la suite de l'élément d'hier. C'était à la maison du Cameroun où, donc, justement, Ismaël Diop et Seydina m'ont fait l'honneur de m'accompagner. Je rappelle que ce jour-là, Ismaël Diop avait cette émission qui passait sur la première, qu'on a beaucoup appréciée. Le débat avec la Séné Fofana. Mais la tenue à venir à la maison du Cameroun me soutenir. Et il n'est pas resté jusqu'à la fin, juste après l'interview, il est parti. Et je rappelle que le ministre était là-bas, représentant du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc là, on peut considérer que c'est le président de la République qui est en train de parler en ce moment. Donc c'est très important. Aristide, vous avez la parole. Vous allez la garder. Votre biscuit du jour concernant une œuvre sortie sur Nelson Mandela. Œuvre produite par son ex-assistante, elle se nomme Zelda Lagrange. Elle a été 19 ans l'assistante de Nelson Mandela. Quand même, elle est considérée aussi comme la fille adoptive de Nelson Mandela. 6 mois après la mort de Nelson Mandela, justement, son ancienne assistante personnelle, qui est considérée comme sa fille adoptive, publie des mémoires qui devaient faire grand bruit. Dans ce Good Morning Mr. Mandela, c'est le titre de l'œuvre. Donc, c'est elle qu'on voit là à l'écran. Donc, elle a donc fait des révélations fracassantes. Comme par exemple que sur le lit de l'hôpital Mandela, son épouse légitime, Graça Machel, était victime de maltraitance. Elle est jusqu'à dire que pour assister aux obsèques de Mandela, on a dû lui donner un badge pour y arriver. Donc, la première fille, la fille aînée de Mandela, donc, est montée au créneau dans le Sunday Times d'hier pour dire qu'il faut qu'elle apporte des preuves de ses écrits, sinon elle sera assignée en justice. Il faut simplement rappeler que hier, c'était la fin des obsèques, des funérailles de Nelson Mandela. Et à Kounou, où il repose désormais, la famille a brûlé les habits noirs pour faire le deuil. Et voilà, il faut aussi rappeler qu'elle est héritière, hein, cette assistante. Mandela l'a considérée comme sa fille adoptive, elle est héritière. C'était important d'annoncer parce que... Elle a un petit nom, c'est Zeldina. Ah, Zeldina. Et son nom à l'état civil, c'est Zelda. C'est pas Seydina. C'est pas Zeldina. C'est pas Zeldina. Hein. Parce que je pense qu'on n'a pas la même culture. Et je ne suis pas d'accord avec... elle a bossé 19 ans avec oui, c'est-à-dire que 19 ans, c'est elle a travaillé avec Nelson Mandela. Je pense qu'en Afrique, il y a des valeurs. Ces valeurs-là, il y a un truc qu'on appelle à Malinké le gouno.
Non, je sais, c'est pour ça que je dis que, qu'en Afrique, il y a des valeurs. Nous avons des valeurs en Afrique. Mandela, c'est un grand homme, c'est un homme historique. Je pense que si on a fait partie de sa vie, il y a des choses qu'on doit peut-être garder pour soi. C'est ce que dit Gounod ou bien le Sutra, c'est-à-dire le devoir de réserve. Alors, je pense que oui. Je vous renvoie à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit chaque homme est libre de collecter, de traiter l'information, de droit à l'opinion. C'est pour ça que moi, Aristide Kenda, tu sais, cette déclaration qui passe date de 1948. Déjà en 1236, Sundiata a dit chacun est libre de dire, de voir et de faire. Mais ça existe dans notre constitution. Donc tu la laisses libre. Je vais dire quoi? Voilà. Si on t'a adopté, je pense que le sutra, c'est très important pour un grand homme comme Nelson Mandela. Non, je ne vous suis pas trop parce qu'elle veut éviter que lorsqu'un vieillard meurt, la bibliothèque disparaisse. Elle vient de ce qu'elle évite là. Ça, c'est un but lucratif. Mais ça, c'est juste un extrait, tu n'as pas lu tout le livre. Non, mais attends, écoutez, quand tu parles de déclarations fracassantes, on commence déjà par les querelles de la famille. Non, je pense que Mandela mérite mieux que ça. Mais c'est un homme historique. Je sais, non, attends, tout ce qui touche à Mandela, il parle de sa famille, s'attaquer à l'image de Mandela. Il faut qu'on soit clair. Ça, c'est mon opinion. Voilà, il ne peut pas sortir quelque chose contre l'image. Je sais pas, mais quand elle dit que déjà la famille se battait, elle parle de Mandela. Vous savez, on est en train de partir dans un monde moderne, mais on doit faire très attention dans notre façon de fonctionner. Culturellement, si les autres s'engagent à créer des polémiques ou à créer des critiques vraiment qui détruisent des personnes ou des familles, nous, culturellement, on n'est pas formé comme ça. Par exemple, quand une télé européenne s'assoit et démonte un président, le rend un guignol à la télé, nous, on n'est pas éduqués comme ça. On se dit, un chef... Tu as vu la photo de je finis. Elle n'a pas la même culture que toi. Non. Elle n'a pas la même culture que toi. Mais quand tu dis ça, c'est grave. Elle n'a pas la même culture que toi. Parce que c'est ce qu'on a dit la dernière fois, si les gens se sont fâchés. Elle est sud-africaine. Quand tu regardes sa peau et puis tu me dis qu'elle n'a pas la même culture. Non, je n'ai pas parlé de sa peau. Je dis elle est sud-africaine. Mais tu dis de la regarder. Mais elle est sud-africaine. Oui. Elle n'a pas la même culture que toi. En Afrique du Sud, là, c'est qu'en Afrique, nous venons tous de l'Égypte. Nous venons tous de l'Égypte. Nous avons la même culture. Les dénominations changent. Vous savez, la dernière fois, quand on a dit l'Afrique du Sud ne devait pas être considérée comme un pays africain, tout le monde s'est plaint. Maintenant qu'on parle de culture... Elle n'a pas la même culture que toi. C'est quoi sa culture? Sa culture, elle est sud-africaine. Développe ce que tu as développé. Tu sais pourquoi Mandela a toujours pardonné? Pourquoi? Il est éduqué dans le Lubuntu. Je ne sais pas si tu connais. C'est une façon de pouvoir se surpasser. C'est une culture de la région de son père adoptif où Mandela a été formé comme un prince à côté de ce monsieur-là. Et là-bas, on pouvait tout prendre sur soi et puis pardonner ce qui arrive. Ce n'est pas que Mandela est allé en prison, tout ça. Non, mais il a été éduqué sur certaines valeurs. Donc, ça fait qu'il ne pouvait pas avoir autant de rancœur dans son cœur. Parce qu'il savait que c'était les principes de base pour pouvoir gérer... Zedina ne parle pas de rancœur. Non, Zedina dit... Non, c'est pour te dire... Voici mes mémoires. C'est pour te dire, si elle a fait 19 ans à côté de Mandela, elle devait quand même partager cette partie culturelle-là avec Mandela. Parce que tu ne détruis pas... C'est vrai. On dit chez nous, le linge sale se lave en famille. On attendra de lire toute l'œuvre. On attendra de lire toute l'œuvre. Ça ne m'étonne pas. Voilà, c'était le dernier point. Le dernier point de bref, merci Aristide. C'est Good Morning. Good Morning, Mr. Mandela. Good Morning, Mr. Mandela. L'œuvre produite par Zelda Lagrange, assistante pendant 19 ans. Non, c'est pas moi. Moi, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Voilà. Merci. Merci les gars. Vous suivez, on garde les contacts. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous êtes en direct dans seulement quelques minutes. Vous pourrez faire usage de votre téléphone et réagir au sujet du jour. Nous parlons de comment faire pour accélérer les choses dans l'administration sur le continent africain. Et bien avant de rentrer dans le débat, les habitués le savent, on passe des brèves et tous les chroniqueurs produisent des documents, des éléments où nous apportent des informations jugées vraiment utiles pour votre culture générale. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Hier, l'interrogation était la suivante. Est-ce que c'est la rigueur qui fait qu'il y a une lenteur dans l'administration africaine? Sur ce plateau, voici ce qui a été dit. La mauvaise foi et la méchanceté. Chacun travaille 8 heures par jour. Et le véritable problème en Afrique, on travaille 2 heures entre le téléphone, les réseaux sociaux, Internet, parce que le gars, il passe plus de 3 heures par jour en train de parler à ses amis au téléphone. Et il utilise l'outil de travail juste pendant 2 heures.
Donc, il a perdu plus de 6 heures de temps. L'autre chose, c'est pourquoi je dis la méchanceté, parce que il y a un dossier très important et tu traites le dossier, on traite le dossier à l'image de la personne qui est devant vous. Est-ce que cette personne-là, il a quelqu'un derrière lui ou pas? On te pèse pour traiter le dossier qu'il y a. Quand vous dites peser. Quand je dis peser, c'est pour savoir est-ce que tu es lourd ou pas. Lorsqu'un Japonais, après 30 ans de service, dit qu'il a passé 30 ans de service, en réalité, il a travaillé 27 ans. Alors que lorsqu'un Africain qui dit qu'il a fait 30 ans de service, il n'a travaillé que 3 ans. Vous voyez le gap. Et c'est ce qui revenait à ce que disait Seydina. C'est cette pauvreté-là. La pauvreté, c'est l'inorganisation. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience professionnelle des agents qui sont chargés de nous servir dans nos administrations. Très bien. Nous constatons amèrement que nous avons des bureaux qui sont désertés par les employés partis régler les dépenses quotidiennes. Nous avons parfois certains chefs de service qui vont à l'intérieur du pays pour faire des meetings pour certains partis politiques. Donc, ils préfèrent la politique parfois à leur profession d'origine. Nous constatons aussi que les dossiers ne sont jamais signés. Il y a une phrase qui revient le plus souvent, revenez la semaine prochaine, revenez le mois prochain. Et parfois aussi des secrétaires qui ont toujours un regard assez dur devant vous parce qu'elle est en train de s'affairer au téléphone. Bref, autant de... Non, pas toujours rigoureusement, mais parfois nous avons... ça a été très souvent décrié, hein, le comportement des secrétaires. Le besoin du sourire de la secrétaire. Oui. C'est important, je pense que ça fait partie de leur formation, un regard assez radieux, un regard accueillant pour vous mettre à l'aise. Ça commence à se faire rare, il faut le reconnaître. On peut ne pas sourire, mais faire l'activité. Bien sûr. Être efficace sans sourire. Le sourire, ça sera... C'est comme une standardiste, ça. Il faut qu'elle soit belle, il faut quel que soit le problème. Juste pour vous taquiner. Quand on parle de méchanceté, moi je ne sais pas qui peut dire, qui n'a jamais entendu dans un agent de l'État ou un agent dit que je ne suis pas dans les champs de mon père. Si je mets, ils vont me remplacer. C'est là qu'il y a la méchanceté. Quand un travailleur dit, où il travaille, il dit non, ce n'est pas les champs de mon père. C'est-à-dire qu'il y a un problème de conscience professionnelle qui revient. Ce n'est pas les champs de mon père. Hein. Si je mets, on va me remplacer. Donc la personne ne travaille plus. Ça, et puis de deux, ce qu'on a remarqué, généralement, les gens viennent dans des services pas par amour. Parce qu'il n'y a pas de travail. Comme mon oncle connaît quelqu'un là-bas, on va t'envoyer là. Donc ce dernier-là... Et tant que l'oncle est là, vous ne partirez voilà. Même si vous n'êtes pas qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Bien, la question reste posée. Seydina Chérif Ahmed, président de l'Institut des civilisations noires, Ismaël Diop, promoteur des festivals ici en Côte d'Ivoire, Aristide Nkenda, éditorialiste DP, directeur de publication des As du continent et chroniqueur sur Ivoire FM, nous permettent de comprendre parfois l'actualité aussi, nous permettent de réfléchir sur des questions liées à notre existence. Aujourd'hui, on parlera donc de comment faire pour accélérer les choses dans l'administration africaine. Voilà. Alors, c'est vrai, beaucoup de raisons qui font que c'est lourd, c'est lent, mais il faut aussi éviter que ce soit expéditif, non? Que ce soit, voilà, parce que pour une raison de, je vais dire, d'aller vite, qu'on lève un peu le pied, qu'on filtre moins. Alors, Mohamed, le véritable problème que l'on a dans nos administrations, c'est le manque de critères de performance. Alors que dans les entreprises privées, il y a donc ces critères de performance. Et généralement, comme a dit Seydina, c'est le manque de conscience professionnelle. Les gens se disent, bon, je suis déjà dedans, j'ai mon salaire chaque fin du mois. Et vous entendez souvent des chefs d'État africains vous dire, ah, je paye les salaires chaque mois. Quand le chef d'État africain dit je paye les salaires chaque mois, ce ne sont pas les salaires de la fonction privée, des entreprises privées, c'est les salaires de la fonction publique. À partir de ce moment, il y a donc cette mise en place d'une administration tatillonne qui fait que la lourdeur s'installe et le processus devient très long. C'est vrai qu'alléger le processus et ne pas être rigoureux à la suite, il y a aussi danger. D'accord. Alors, Aristide, excusez-moi, Patrick Ndiakan, vous allez nous faire l'état des lieux sur... vous avez choisi le volet de la corruption, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et vous allez nous faire un petit point tout de suite concernant une étude que vous avez menée. Bien sûr. Des sources fiables. Il faut dire que j'ai eu à effectuer un voyage cette nuit parce que j'ai fait quelques recherches concernant la corruption dans les administrations africaines et j'ai été attiré par le Cameroun. Je fais un coucou encore à M. Nkenda.